Bonjour à tous, bienvenue dans cette 37e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler du jeton Tezos, qui a pour acronyme XTZ. On voit qu'il est à la 49e position des cryptos, qu'il est à environ 740 millions de dollars de capitalisation, que les volumes sont autour de 12,5. Donc c'est vraiment pas énorme, 12,5 en millions quand même de dollars. Et le cours du jeton est à 0,8 dollars, ce qui est sur les plus bas historiques, donc les plus bas depuis le début de son existence. On va aller voir fondamentalement ce que propose le projet, puis on ira voir graphiquement ce qu'il propose sur la courbe, et il y a des choses intéressantes à regarder. Donc c'est une blockchain de layer 1, c'est un des rares projets qui sont menés par des Français, donc ça fait quand même plaisir dans le top 100. Il est en Delegated Proof of Stake, donc c'est un des premiers à avoir été sorti en Delegated Proof of Stake également, on en parlera dans la partie technique. Globalement, l'idée de base, c'est de venir essayer d'apporter sa pierre sur la problématique du trilemme des blockchains, c'est-à-dire essayer d'associer la vitesse, donc la rapidité de transaction, la sécurité et la décentralisation. Globalement, il propose quelque chose qui est en dessous des plus grosses blockchains concurrentes, que ce soit des Cosmos, que ce soit des ADA, que ce soit des Solana. Il n'arrive pas à faire aussi bien, mais il a quand même réussi à se raccrocher quelque part, et il semblerait que les NFT se plaisent bien sur la blockchain Tezos. Donc on verra ça après, mais il y a potentiellement une opportunité sur ce point-là. Un point intéressant sur son fonctionnement, la façon dont il a été pensé, c'est qu'il n'y aura pas besoin de faire de hard fork sur Tezos, comme ça peut être le cas par exemple sur des plus grosses blockchains, notamment je peux penser à Bitcoin et Ethereum. Ethereum, vous le savez, quand il est passé en proof of stake, il y a eu un fork pour garder une blockchain, une copie en fait de Ethereum quand c'était en proof of work, ça s'appelle ETHW. Et donc là, dans le cas de Tezos, ce genre de choses ne sont pas censées arriver, parce que son code est pensé autrement. Donc comme je le disais, il a été fondé par Arthur Breitman, français, qui a fait Polytechnique, donc en 2014, à savoir qu'il est épaulé par sa femme, et le token a été lancé en 2018. Derrière, on a la Tezos Foundation, qui a fait l'objet de certaines histoires un peu juridiques au début, parce que le premier associé qu'ils ont eu et qui a géré la Tezos Foundation était essentiellement intéressé par l'argent, a priori. En tout cas, c'est ce que l'histoire raconte. Et bon, bah, ça s'est plutôt mal passé avec lui, et il a été remplacé. À savoir, d'ailleurs, en parlant d'argent, que l'ICO en 2017 a permis de lever plus de 230 millions de dollars, ce qui est considérable et qui pour l'époque l'est encore plus. Au niveau de la technologie, on est sur une base de proof of stake, donc on a les informations de la blockchain, les transactions qui sont mises dans des blocs et qui sont envoyées à l'ensemble des validateurs du réseau, qui vont du coup procéder aux vérifications et à l'exécution des transactions en gardant les tokens, donc en les stackant, et ils sont rémunérés pour cela dans le dit token, donc ici en Tezos. A savoir qu'ici on est sur une version un peu modifiée qui s'appelle le Delegated Proof of Stake, on en a déjà parlé, et l'idée dans le cas présent c'est que ce sont uniquement les validateurs, donc on verra les conditions après pour être validateur, qui peuvent voter, donc qui ont accès à la gouvernance du projet, ce qui en fait quelque chose de plutôt centralisé. Le reste des personnes, ceux qui ne sont pas des validateurs, vont avoir tendance du coup à déléguer leur droit de vote ou du coup validateur, donc par un transfert de tokens du coup. Je note qu'ils ont environ 100 transactions par seconde, en tout cas aux dernières nouvelles que j'ai pu avoir, et c'est quelque chose d'assez faible, hein, comme je le disais. En première partie, ils viennent concurrencer Ethereum avec une layer 1, mais ils sont largement en dessous en termes de performance d'un Solana ou d'autres concurrents de ce genre-là. Le code est en open source, c'est un point qui est intéressant, qu'on apprécie, même si à ma connaissance, il n'y a pas d'autre projet qui ait copié Tezos. Je n'ai pas en tout cas connaissance de projets qui auraient basé leur fonctionnement sur la blockchain de Tezos. A savoir aussi, pour terminer sur la partie tech, qu'ils ont leur propre langage de programmation, donc ils ne sont pas sur Solidity, ils ne sont pas sur Rust, ils ont un truc qui s'appelle Michelson, donc qui est langage maison. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez coder dans d'autres langages, alors pas tous, mais dans certains langages, notamment le Python, et il y aura de façon automatique un transfert de ce que vous avez codé en Python vers le Michelson, et donc il pourrait être intégré à la blockchain. Ça, c'est vraiment
très intéressant, je trouve, comme mécanique. On va maintenant parler de la tokenomique. Et donc là, ça va être rapide. Il y a une supply totale de 941 millions de tokens, mais il n'y a pas de supply max. Donc ça, c'est quelque chose qu'en général, on n'apprécie pas trop en tant qu'investisseur. Parce que ce que ça veut dire directement, c'est qu'en fait, il y a un côté inflationniste. Donc c'est quelque chose d'assez courant dans les tokens en proof of stake, parce qu'il faut rémunérer le stacking. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On crée plus de tokens tous les ans pour les offrir en récompense aux validateurs. Là, on voit que l'inflation, elle est de 5% et demi par an. Apparemment, c'est un maximum. C'est pas négligeable. Vous imaginez 5% et demi de presque 1 milliard de tokens. Bon, bah, vous avez quand même une belle masse monétaire tous les ans qui arrive. Donc, c'est quelque chose qu'on apprécie moyennement, mais ça reste, disons, dans la moyenne des projets inflationnistes. Au niveau de la répartition initiale des tokens, les investisseurs ont reçu 80% des tokens lors de l'ICO, enfin en post-ICO et lors de la libération des tokens. Donc ça, c'est un point qui est plutôt appréciable. La fondation a quand même gardé 20%, ce qui est normal, il faut quand même pouvoir développer le projet. Au niveau de l'utilité du token, ce à quoi il sert, donc il y a évidemment les frais sur la blockchain, hein, donc les gas fees, la gouvernance, comme on l'a dit, bien qu'elle soit delegated, c'est bien ça que servent les tokens, et le stacking, donc évidemment, les validateurs sont rémunérés. Donc les points qui étaient assez intéressants à noter, c'est que, comme je le disais, on est sur une blockchain plutôt centralisée, il y a environ 370 validateurs. C'est pas ridicule, hein, loin de là, mais ça reste moins que ce qu'on pourrait attendre de ce genre de projet. Cela dit, 370, c'est quand même pas trop ridicule au vu des autres projets qu'on a pu étudier. À savoir que les conditions pour un validateur, c'est d'avoir au moins 8000 tokens. Donc au cours actuel, ça reste quelque chose de relativement abordable, même si c'est quand même pas négligeable, c'est quand même une certaine somme. Il faut bloquer ces tokens 40 jours quand on le fait, enfin quand on procède à des votes, et quand on procède à du stacking. La TVL est de 52 millions de Tezos, donc ça par contre c'est ridicule, parce que concrètement ça veut dire qu'on a un 20e des tokens qui sont, un 19e pardon des tokens qui sont stackés, alors que en nombre de tokens c'est croissant, donc on part de vraiment très bas, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Par contre en valeur du coup c'est relativement stable, hein, parce que le prix du token a beaucoup descendu, beaucoup glissé sur l'année en cours. Ça c'était quand même une donnée intéressante. Point intéressant, il y a quand même 13 protocoles qui stackent sur Tezos. Donc en fait, je dis quand même, il s'avère que c'est pas énorme, notamment qu'il y en a un qui s'appelle Youve, qui fait 80% du volume. C'est un, je vais très vite là-dessus, Synthetic Asset. L'idée, c'est qu'en fait, il va tokeniser des représentations de produits dérivés. Les produits dérivés, c'est des produits financiers, en fait, classiques, hein, initialement. Donc je vais pas détailler ça parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, on voit qu'il y a des choses, mais c'est quand même pas hyper développé. Et au final, le gros point fort de Tezos ces derniers temps, c'est les NFT. Et comme on peut le voir, du coup, ils ont un partenariat avec Art Basel qui est énorme dans le domaine de l'art. Et ils ont une marketplace qui marche bien, qui s'appelle Assetnuke, que je ne connais pas, mais que je vais étudier et qui fera peut-être l'objet d'une vidéo d'ailleurs si ça me semble très pertinent. Donc au niveau des choses qu'on apprécie, au-delà du fait qu'ils sont quand même peut-être trouvé un point d'accroche avec les NFT, c'est qu'ils ont quand même de nombreux partenariats. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand je dis des gens, je veux dire des grosses entreprises qui croient en eux. Il y a Société Générale, il y a Ubisoft, il y a McLaren, il y a One-Off qui est plutôt dans la musique, il y a Decathlon, c'était pour des chaussures. Ils ont été audités par PwC, donc un des Big Four, un des plus gros cabinets de conseil au monde, hein, j'entends. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'en général, les audits sont faits par des boîtes spécialisées crypto qui sont quand même moins fiables, hein, du coup, hein, de par leur. Enfin, moi personnellement, je ferais plus confiance à un PwC qu'à un Certic ou ce genre de choses, en tout cas pour le moment. Donc ça, c'est des points que j'apprécie. Dans les points qu'on apprécie moins, du coup, bah, comme je dis souvent sur les layers 1, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir autant de projets qui proposent des choses un peu équivalentes, sachant que là, en plus, il est en dessous. La bonne nouvelle, comme je le disais, il a peut-être trouvé une réorientation avec les NFT. La blockchain est relativement lente, hein. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils envisagent leur développement, mais 100 transactions par seconde, c'est quand même pas fameux. Parce que, ce que je veux dire par pas fameux, c'est-à-dire que s'il y a plus d'activités qui se développent dues au NFT, les frais de gaz vont monter. Et ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas quand on est un utilisateur. On veut pas que les frais de gaz y soient chers. Donc, il faudrait qu'ils soient capables de faire mieux là-dessus.
Globalement, je dirais que c'est une blockchain qui est assez peu populaire, du simple fait qu'on en parle très peu, que, enfin, personnellement, avant de faire mes recherches là, bon, je savais pas ce que c'était, j'en avais pas trop entendu parler, ça n'était pas quelque chose auquel je m'étais intéressé. Et c'est aussi lié, je pense, au fait qu'ils font très peu de marketing. Que voilà, c'est un projet dont on entend très peu parler, ils font leur vie. Et bon, ils sont quand même dans le top 50, mais ça manque peut-être d'un certain dynamisme. Peut-être que les NFT pourront, encore une fois, rajouter à ça un peu de peps à l'image de Tezos, allez savoir. Et enfin, dans les points qu'on n'apprécie pas, évidemment, tous les soucis juridiques qui ont été liés au premier directeur de la fondation, c'est des trucs qui font un peu tâche, même si, bon, on n'y pense pas trop, mais ça existe quand même. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir maintenant graphiquement pour compléter cette analyse. Donc, assez simplement, on le voit, on est sur les plus bas. Là, j'ai tracé la ligne bleue, c'est vraiment les plus bas des plus bas. Donc, autour de 0,75. Là, on est à 0,8. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? On va commencer par le basique. Donc, oui, ça a monté, il y a eu des plus hauts de plus en plus haut jusqu'en octobre 2021. Donc, ça, c'est un point qui est important, pas complètement négligeable. C'est que la deuxième partie du bull run de 2021 a été plus importante, a été supérieure à la première partie. C'est pas le cas sur tous les projets. Donc ça veut dire que là, les investisseurs y ont encore plus cru. Et ça, c'est plutôt positif, je trouve. Donc depuis, bien évidemment, ça a énormément dégringolé, avec un petit réveil cet hiver, là, au mois de mars, et on a recommencé. Et donc je ne sais pas où on va. Voilà, personne ne sait. Mais une fois qu'on a cassé les plus bas de précédentes années, donc là de 2019, je ne sais pas. Je ne sais pas où va s'arrêter le token, je ne suis pas capable de le dire. Maintenant, on va potentiellement s'arrêter dans cette zone-là, hein, entre 0,8 et peut-être 0,4, hein, je vois large. Mais ce qui est intéressant, c'est cet indicateur-là, c'est le RSI. Vous voyez, en weekly, le RSI, c'est un bon signal pour savoir qu'on est en survente. Ce qu'on voit, c'est que depuis le début de son historique, il a toujours été dans la partie haute, ou en tout cas dans les deux bandes normales du RSI, classique du RSI. Il a presque été atteint en juin, il est bien remonté, donc il y a bien eu du réachat. Et là, depuis décembre, hein, pas depuis FTX, mais depuis décembre, on a cassé le RSI, on est en dessous. Là, on est à 28,3. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un signal d'achat, ok? Ça veut pas dire qu'il faille acheter tout de suite, ça veut pas dire qu'il faut se précipiter. Mais en général, les cryptos restent pas extrêmement longtemps dans cette zone-là. Et c'est souvent un signal intéressant. Donc, ça veut dire à surveiller. Voilà. C'est vraiment ça. Là, si le projet vous intéresse, on est potentiellement dans une zone d'achat intéressante. Ça, c'est la première chose. On va essayer de compléter cette information avec deux autres indicateurs. On va commencer par les volumes. On voit qu'ils sont bas. Globalement, on voit qu'ils sont quand même bas. Et que depuis juin, ils sont quand même plutôt en baisse, hein. Il y a eu des renouveaux là, puis il y a eu des baisses. Et on voit que sur les 3 dernières semaines, c'est dans le rouge, ce qui explique bien évidemment qu'on soit à RSI négatif. Et on va aller voir les moyennes mobiles, mais plutôt du coup en daily, là, pour se faire une idée un peu plus proche. Ouais, on va réenlever les volumes. Qu'est-ce que ça nous dit quand même? Donc là, on est quand même relativement loin. Parce qu'on voit que la moyenne mobile 200 jours est encore à 1,57 et presque x2 par rapport au prix actuel. Donc potentiellement, on peut encore attendre, on peut ramper là-dedans en fait. Donc ce qui peut être intéressant du coup, c'est d'observer cette zone-là. Là. Je pense que dans cette zone-là, si le projet vous intéresse, il y a peut-être un DCA intéressant à faire là, en fonction de vos projets. Je dis pas encore une fois je pense pas qu'il y ait d'urgence, hein. Mais là, le RSI a été touché ici, du coup, quand on était à 0,77. Depuis, on a un tout petit peu repump, alors que le marché est plutôt dans le rouge. Et ça se peut que ça zizoune un peu là-dedans. Et que je m'y intéresse. Je vais surveiller ça dans les prochains jours, prochaines semaines, et j'en reparlerai certainement, notamment si je vois des choses intéressantes sur le fondamental au niveau des NFT. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire sur Tezos. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.